Jambira était une jeune femme pleine d'espoir et d'enthousiasme lorsqu'elle est entrée dans sa nouvelle maison, dans le grand village de Timbaza. Elle venait d'épouser Olan, le fils d'un riche marchand, et ne désirait rien de plus que d'être une bonne épouse et une belle fille respectueuse. Elle avait été élevée dans un foyer modeste où la gentillesse et le travail acharné étaient valorisés par-dessus tout, et elle a emporté ses leçons avec elle dans sa nouvelle vie. Cependant, dès son arrivée, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Sa belle-mère, Ekwu, lui souriait à peine, et la sœur de son mari, Sezi, la regardait avec des yeux froids et jugeurs. Jambira a essayé de l'ignorer, espérant qu'avec le temps, elle finirait par l'aimer. Elle a fait tous les efforts possibles pour aider à la maison, parlant toujours doucement et leur montrant du respect, mais quoi qu'elle fasse, Ekwu et Sezi semblaient déterminés à ne pas l'apprécier. Ekwu avait toujours rêvé que son fils Olan épouse une femme issue d'une famille riche et puissante, quelqu'un avec un statut, de l'influence et des relations qui élèveraient leur nom. Mais au lieu de cela, il avait choisi Jambira, une femme d'origine modeste, sans richesse ni parents importants. Pour Ekwu, c'était inacceptable. Elle voyait Jambira comme une étrangère, quelqu'un qui n'avait pas sa place dans leur grande maison. Peu importe à quel point Jambira était gentille ou travailleuse, Ekwu refusait de l'accepter comme faisant partie de la famille. Sezi, de son côté, avait une autre raison de haïr Jambira. En tant que seule sœur d'Olan, elle avait toujours été la femme la plus importante de sa vie. Elle contrôlait beaucoup de choses dans leur foyer et était habituée à avoir l'attention de son frère. Mais maintenant, avec Jambira dans le tableau, elle se sentait menacée. Elle craignait qu'Olan ne commence à écouter sa femme au lieu d'elle. La pensée de perdre son influence a rendu Sezi encore plus amère envers Jambira. Ensemble, Ekwu et Sezi ont décidé de rendre la vie de Jambira misérable. Elle l'a traitée comme une servante, la forçant à faire toutes les tâches ménagères pendant qu'elle restait assise, profitant du confort. Tandis qu'elle se détendait, Jambira frottait les sols, préparait les repas et allait chercher de l'eau au puits. Si jamais elle ralentissait ou montrait des signes d'épuisement, elle la grondait sévèrement. Elle prenait plaisir à la voir lutter, croyant que cela lui rappellerait sa place. Peu importe ses efforts pour leur plaire, elle ne faisait que lui rendre les choses plus difficiles. Au fil des jours, la haine d'Ekwu et de Sezi pour Jambira s'est intensifiée. Il ne leur suffisait plus de la surcharger de travail. Elle voulait briser complètement son esprit. Elles ont décidé que le meilleur moyen d'y parvenir était de l'affamer. Si elle était faible et affamée, elle n'aurait pas la force de se défendre ou de se plaindre. Chaque jour, Ekwu et Sezi s'asseyaient à la grande table à manger, se régalant des mets les plus fins. Du pain doux et chaud, de la viande tendre cuite dans des épices riches et des fruits frais du marché. Mais quand venait le tour de Jambira de manger, elle mettait de côté les restes et les bribes, à peine assez pour remplir son estomac. Certains jours, elle ne lui donnait rien du tout, la forçant à se coucher le ventre tenaillé par la faim. Jambira sentait ses forces l'abandonner de jour en jour, mais elle refusait de montrer sa douleur. Elle s'accrochait à l'espoir qu'Olan, son mari, remarquerait ce qui se passait et prendrait sa défense. Mais Olan, aveuglé par l'influence de sa mère et les murmures constants de sa sœur, ignorait sa souffrance. Chaque fois que Jambira essayait de lui parler, il les conduisait, disant que sa mère et sa sœur savaient ce qui était le mieux. Son amour pour elle s'est lentement estompé, et au lieu de la protéger, il est devenu distant, permettant à Ekwu et Sezi de continuer leur cruauté sans poser de questions. Le corps de Jambira s'affaiblissait de jour en jour, mais elle refusait de se plaindre. Elle croyait toujours qu'Olan ouvrirait les yeux et verrait la douleur qu'elle endurait. Elle espérait qu'un jour, il remarquerait son air fatigué, comment ses mains tremblaient d'épuisement, ou comment elle avait à peine la force de soulever les lourdes marmites dans la cuisine. Mais peu importe à quel point elle souffrait en silence, Olan n'y prêtait jamais attention. Il restait aveugle à sa misère, n'écoutant que sa mère et sa sœur. Les villageois de Timbaza ont commencé à remarquer les changements chez Jambira. Quand elle était arrivée, elle était pleine de vie. Sa peau était éclatante et ses yeux pétillaient de bonheur, mais maintenant, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses joues s'étaient creusées, ses yeux autrefois vifs étaient ternes, et ses beaux vêtements flottaient sur sa silhouette amaigrie. Certains villageois chuchotaient sur les mauvais traitements qu'elle subissait, plaignant la pauvre jeune femme, mais personne n'osait défier Ekwu. C'était une femme puissante dans le village, crainte et respectée, et personne ne voulait s'attirer ses foudres. Malgré tout, Jambira gardait espoir. Elle se disait que si elle pouvait juste endurer un peu plus longtemps, les choses changeraient. Mais au fond d'elle, une vérité douloureuse commençait à se former. Personne n'allait la sauver. Elle était complètement seule.
Un soir, alors que Jean Bira luttait pour finir ses corvées avec le peu de force qui lui restait, Olan l'a appelé dans le hall principal. Son visage était froid, et ses yeux ne contenaient aucune chaleur. Elle sentit un poids dans sa poitrine en se tenant devant lui, espérant ne serait-ce qu'un petit signe de gentillesse. Mais au lieu de cela, ces mots la frappèrent comme une lame. « Tu n'es qu'un fardeau, Jean Bira, dit-il sans émotion. Tu n'apportes ni richesse, ni honneur à cette famille. Ma mère avait raison. Tu n'as pas ta place ici. » Le cœur de Jean Bira battait d'incrédulité. Elle avait enduré chaque épreuve, chaque cruauté, espérant qu'Olan la défendrait un jour. Mais maintenant, c'est lui qui la chassait. Elle est tombée à genoux, les larmes coulant sur son visage, et l'a supplié de reconsidérer sa décision. « Olan, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. Je n'ai fait qu'aimer et servir cette famille. Où irai-je » Mais Olan avait déjà pris sa décision. À un signal d'écoute, 2 serviteurs ont saisi Jean Bira par les bras et l'ont traîné vers la porte. Elle s'est débattue pour se libérer, se tournant une dernière fois vers Olan, mais il a détourné le regard. Sans un autre mot, les portes se sont refermées derrière elle. Jean Bira se tenait dehors dans l'air froid de la nuit, vêtue seulement de la simple robe qu'elle portait. Elle n'avait ni nourriture, ni argent, ni nulle part où aller. La grande maison qu'elle appelait autrefois son foyer se dressait derrière elle comme un rappel cruel de sa douleur. Les larmes brouillant sa vision, elle s'est retournée et s'est éloignée, ses pas la portant vers l'inconnu. Alors qu'elle s'enfonçait dans la forêt, le poids de la trahison a brisé son esprit. L'homme qu'elle avait aimé, la maison qu'elle avait si durement entretenue, l'avait rejetée comme si elle n'était rien. L'obscurité des arbres l'a avalée alors qu'elle avançait en titubant, le cœur brisé au-delà de toute réparation. Jean Bira a marché pendant des heures, son corps faible de faim et d'épuisement. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle continuait d'avancer, ses pieds nus traînant sur le sol rugueux. La douleur dans son cœur était encore plus grande que la douleur de son corps. Elle avait tout perdu, sa maison, son mari et la vie dont elle avait rêvé. Le monde semblait cruel et impitoyable. Alors qu'elle atteignait le bord d'une rivière, ses jambes se sont dérobées sous elle. Elle est tombée par terre, trop faible pour se relever. Sa vision s'est brouillée, et le bruit de l'eau vive est devenu lointain. D'un dernier souffle, elle a fermé les yeux et s'est abandonnée à l'obscurité. Des heures plus tard, une silhouette est apparue de l'ombre. L'ancien Mwenzi, un herboriste sage et puissant, traversait la forêt quand il a aperçu la forme inerte de Jean Bira près de la rive. Ses yeux vifs ont étudié son corps fragile, et sans hésitation, il s'est agenouillé à côté d'elle. Il pouvait sentir qu'elle avait beaucoup souffert, mais il a aussi vu autre chose, une force cachée sous sa douleur. Doucement, il l'a soulevée dans ses bras et l'a transportée au plus profond de la forêt, dans un lieu que peu de gens avaient jamais vu. C'était la vallée cachée, une terre secrète et paisible où seuls ceux qui en avaient besoin trouvaient refuge. Là, Mwenzi et ses guérisseurs ont travaillé pour ramener Jean Bira à la vie. Ils l'ont nourri de bouillon chaud, ont soigné ses blessures et l'ont enveloppé dans des tissus doux. Lentement, la couleur est revenue sur ses joues, et son corps a retrouvé sa force. Plusieurs jours se sont écoulés avant que Jean Bira n'ouvre enfin les yeux. Elle se trouvait dans une hutte tranquille, l'odeur des herbes remplissant l'air. Elle ne savait pas où elle était, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. Alors qu'elle essayait de s'asseoir, un vieil homme aux yeux sages est entré dans la pièce. « Tu es forte, » dit-il avec un sourire entendu, « et ton voyage est loin d'être terminé. » Jean Bira est restée dans la vallée cachée sous les soins de l'ancien Mwenzi. Chaque jour, elle devenait plus forte, son corps se remettant lentement de la souffrance qu'elle avait endurée. Au début, elle était silencieuse, portant encore la douleur de son passé. Mais Mwenzi a vu quelque chose en elle, une force qui n'avait pas été pleinement éveillée. Un matin, alors qu'ils étaient assis près de la rivière, Mwenzi lui a parlé de sa voix calme et savante. « Tu as traversé une grande douleur, mais la douleur n'est pas la fin de ton histoire. Tu as l'esprit d'une meneuse, Jean Bira. Tu n'as jamais été faite pour être petite. » Ces mots ont remué quelque chose de profond en elle. Pendant si longtemps, on l'avait traitée comme si elle ne valait rien. Mais ici, dans la vallée cachée, elle commençait à sentir quelque chose de différent, de puissant. Mwenzi a commencé à l'instruire, partageant des connaissances que seuls quelques privilégiés apprenaient. Il lui a enseigné les secrets des herbes, comment guérir les maladies et comment utiliser les dons de la nature pour aider les autres. Jean Bira a également appris le commerce et les affaires, comprenant comment la richesse se construisait et se maintenait. Elle a écouté attentivement,
absorbant chaque leçon, réalisant que la connaissance était la clé pour changer sa vie. Au fil des semaines, elle s'est transformée. Elle n'était plus la femme faible et brisée qu'on avait jetée comme un vieux chiffon. Elle se tenait droite, le cœur rempli d'un nouveau but. Le passé ne la définissait plus. Il l'avait seulement préparée à ce qui allait suivre. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel de lumière dorée, Jambira a pris une décision. Elle ne vivrait pas dans l'ombre de sa douleur. Elle s'élèverait au-dessus. Il était temps de reconstruire sa vie. Et cette fois, personne ne pourrait jamais la lui enlever. Avec les conseils de l'ancien Mwenzi, Jambira se sentait prête à commencer un nouveau chapitre de sa vie. Après des mois d'apprentissage dans la vallée cachée, elle savait qu'elle avait les compétences et la force de faire quelque chose d'elle-même. Mwenzi lui a dit que le monde extérieur était plein d'opportunités, mais que seuls ceux qui avaient le courage de les saisir réussiraient. Jambira a quitté la vallée cachée et s'est rendu dans la ville de Makala, un lieu animé, plein de vie, de couleurs et d'énergie. C'était une ville de commerçants et de marchands, où des fortunes se faisaient et se défaisaient chaque jour. Elle a ressenti un mélange d'excitation et de peur en entrant dans les rues animées, mais elle savait que c'était là que se trouvait son avenir. En utilisant les connaissances qu'elle avait acquises, Jambira a lancé sa propre entreprise de commerce. Elle a commencé petit, achetant des herbes et des tissus sur les marchés locaux et les vendant à ceux qui en avaient besoin. Elle était patiente, travaillant dur chaque jour, apprenant les rythmes de la ville et faisant des choix prudents. Avec le temps, sa réputation a grandi. Les gens ont commencé à lui faire confiance en raison de la qualité des produits qu'elle vendait et de son honnêteté. À mesure que son entreprise se développait, sa richesse aussi. Elle a appris l'art de la négociation, a fait des investissements intelligents et a noué des relations solides avec d'autres commerçants. En peu de temps, Jambira était l'une des femmes les plus riches de la région. Elle possédait des boutiques, des terres et un réseau croissant de clients fidèles. Ce n'est pas seulement son entreprise qui a prospéré, sa confiance en elle a grandi aussi. Elle ne se sentait plus comme la femme qui avait été maltraitée et abandonnée. Elle était maintenant une femme d'affaires puissante et respectée, et elle savait qu'elle avait mérité chaque parcelle de son succès. En quelques années à peine, le nom de Jambira est devenu connu de loin, non seulement pour sa richesse, mais aussi pour sa sagesse et son leadership. Les gens qui l'avaient un jour méprisé l'admiraient maintenant, et pendant tout ce temps, elle a continué à se souvenir de ses humbles débuts et des leçons qu'elle avait apprises dans la vallée cachée. Cette nouvelle vie n'était que le début, et Jambira était prête pour tout ce qui allait suivre. Alors que l'entreprise de Jambira grandissait, son succès s'est répandu bien au-delà de la ville de Makala. Les gens parlaient de ses réalisations à voix basse et avec des murmures étonnés, et bientôt la nouvelle a atteint Timbaza, le village où elle avait été autrefois maltraitée et chassée. Les villageois n'en croyaient pas leurs oreilles quand ils ont entendu que la femme pauvre et faible qu'ils avaient connue était devenue l'une des femmes les plus riches et les plus puissantes de la région. Pendant ce temps, à Timbaza, les choses n'allaient pas bien pour Ekou et Sezi. Leur style de vie autrefois luxueux s'était effondré. La fortune dont ils jouissaient autrefois leur avait glissé entre les doigts à cause de mauvaises décisions et d'une gestion négligente. L'orgueil et l'arrogance d'Ekou, combinés à l'égoïsme de Sezi, les avaient endettés, et bientôt elles se sont retrouvées à lutter pour joindre les deux bouts. Les richesses qu'elles avaient un jour tenues pour acquises n'étaient plus qu'un lointain souvenir. L'entreprise d'Olan, qui avait été florissante avec l'aide de la richesse de sa famille, a également commencé à s'effondrer. Sans le soutien et les conseils constants de Jambira, il s'est retrouvé à tout gérer seul, mais il manquait de compétences et d'expérience. Lentement, l'entreprise a fait faillite, et bientôt Olan s'est retrouvé aussi pauvre que la famille à qui il avait tourné le dos. Ekou et Sezi, qui avaient traité Jambira si cruellement, vivaient maintenant dans la pauvreté, luttant pour survivre. Les rôles s'étaient complètement inversés. Là où elle méprisait autrefois Jambira, elle se trouvait maintenant dans une situation où elle devait demander de l'aide. Cela semblait impossible à croire, mais c'était la vérité. La femme qu'elles avaient un jour chassée s'était élevée plus haut qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Désespérées et sans autre option, Ekou et Sezi ont décidé de prendre une mesure audacieuse. Elles ont entendu des rumeurs au marché à propos d'une puissante marchande à Makala, qui était partie de rien pour devenir l'une des personnes les plus riches et les plus influentes du pays. Sans argent et sans moyen de survivre, elles ont réalisé que leur seule chance d'échapper à leur pauvreté était de demander de l'aide à cette femme, espérant que sa gentillesse et sa générosité les sauveraient. Déterminées à trouver cette femme mystérieuse, elles sont parties pour Makala, voyageant pendant des jours avec à peine plus que l'espoir pour les guider. Quand elles sont finalement arrivées, elles ont été stupéfaites par la grandeur de la ville.
Les bâtiments étaient plus hauts que tout ce qu'elles avaient jamais vu, et les rues étaient bordées de luxe. Il ne leur a pas fallu longtemps pour apprendre où vivait la puissante marchande dans une belle maison aux allures de palais qui se détachait des autres. La tête basse de honte, Ekwu et Saisie se sont dirigés vers les portes de la grande maison. Elles n'avaient jamais imaginé se retrouver dans une telle position, mais maintenant elles n'avaient pas le choix. Elles se sont agenouillées devant les grandes portes, le cœur lourd de regrets, et ont imploré de l'aide. Elles ont parlé de leurs difficultés, de leur ruine et de leur désespoir, demandant juste un peu d'aide pour se remettre sur pied. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que la femme qu'elles suppliaient n'était autre que Jambira, la femme même qu'elles avaient maltraitée et chassée toutes ces années auparavant. Elles n'avaient aucune idée que la puissante marchande qu'elles cherchaient était la même femme qu'elles avaient un jour méprisée et traitée avec cruauté. Agenouillées devant les portes, inconscientes de la vérité, elles ont attendu, espérant la pitié. Mais elles ne se doutaient pas que leurs actions passées allaient bientôt les hanter d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Alors que les portes de la grande maison s'ouvraient lentement, Ekwu et Saisie ignoraient qui allait de nouveau entrer dans leur vie. Elles s'attendaient à voir une étrangère, quelqu'un qui pourrait leur offrir un peu de charité par gentillesse. Au lieu de cela, la personne qui est apparue devant elles leur a coupé le souffle. Jambira s'est avancée, sa présence commandant l'attention de tous dans la cour. Elle n'était plus la femme faible et affamée qu'elles avaient un jour rejetée. Maintenant, elle se tenait droite et forte, vêtue de soie luxueuse qui scintillait au soleil, parée de bijoux en or étincelant. Son visage, autrefois émacié et fatigué, rayonnait maintenant de santé et de confiance. Elle ne ressemblait en rien à la femme fragile qu'elles avaient abandonnée dans la forêt toutes ces années auparavant. La prise de conscience les a frappées comme un éclair. Saisie a eu le souffle coupé par le choc, ses yeux s'écarquillant alors que des larmes les remplissaient. Elle ne pouvait plus les retenir. La femme qu'elles avaient si cruellement traitée était maintenant bien au-delà de tout ce qu'elles auraient pu imaginer. À cet instant, le poids de leurs actions s'est abattu sur elle, et elle a sangloté de manière incontrôlable. Elle a vu la vérité. Elles avaient été aveugles à la force et au potentiel de Jambira. Et maintenant, la femme qu'elles avaient maltraitée se tenait devant elles, plus puissante et prospère qu'elles n'auraient jamais pu l'espérer. Ekwu, de son côté, a essayé de s'accrocher à sa fierté. Malgré la peur qui s'insinuait dans son cœur, elle a refusé de supplier. Elle s'était toujours considérée comme supérieure, mais maintenant, face à la grandeur de Jambira, sa confiance a vacillé. Sa façade orgueilleuse a tremblé alors qu'elle réalisait que le pouvoir avait changé de camp, et que la femme qu'elles avaient lésée était maintenant en contrôle. Elle a regardé Jambira, mais sa voix s'est coincée dans sa gorge, incapable de prononcer les mots qu'elle savait qu'elle devait dire. Jambira est restée silencieuse, observant ses anciennes tortionnaires agenouillées devant elle, implorant de l'aide. Pendant un moment, elle n'a rien dit, son regard fixe et calme. Elle pouvait sentir le poids de leurs regrets, mais elle savait aussi que le pardon n'était pas quelque chose à donner à la légère. Au lieu de réagir immédiatement, elle a pris son temps, réfléchissant soigneusement à ce qu'elle allait faire. Après une longue pause, Jambira a finalement parlé. Elle a dit à Ekwu et Saisie qu'elle ne recevrait pas l'aide qu'elles étaient venues demander, mais qu'elle devrait la mériter. Elle leur a ordonné de travailler dans sa maison, tout comme elle l'avait forcée à le faire lorsqu'elle était chez elle. Elle nettoierait, cuisinerait et servirait, tout comme elle l'avait réduite en servitude. Cependant, Jambira n'était pas cruelle. Elle ne les a pas fait souffrir comme elle l'avait fait souffrir. Au lieu de cela, elle leur a montré de la dignité, les traitant avec respect même pendant qu'elles travaillaient. Elle s'est assurée qu'elles soient correctement nourries, leur a donné un endroit pour se reposer et leur a permis de parler quand c'était nécessaire. Par ses actions, elle leur a montré la différence entre la façon dont elle l'avait traité et la façon dont elle choisissait maintenant de les traiter. Son approche calme et réfléchie contrastait vivement avec la dureté qu'elle lui avait montrée. Jambira s'était élevée au-dessus de l'amertume, et en les faisant travailler avec dignité au lieu de cruauté, elle leur a enseigné une puissante leçon sur la compassion et la force de la grâce. Au fil des jours, Ekwu et Saisie ont commencé à comprendre la gravité de leurs actions passées. Le poids de leur cruauté s'est lentement installé, et la culpabilité est devenue trop lourde à porter. Elles étaient venues demander l'aide de Jambira, mais au lieu de cela, elles travaillaient dur dans sa maison, apprenant de première main ce que c'était que de servir. Lentement, leur fierté s'est fissurée, et elles ont commencé à réaliser à quel point elles avaient eu tort. Un soir, après des jours de dur labeur, Ekwu et Saisie se sont finalement approchées de Jambira. Elles ont baissé la tête avec un regret sincère et ont imploré son pardon. La douleur qu'elle lui avait causée leur était maintenant claire, et elles espéraient, de tout leur cœur,
qu'elle trouverait en elle la force de leur pardonner. Jean Bira a écouté en silence, le cœur lourd du poids de leurs excuses. Elle s'était élevée au-dessus de leur cruauté et avait tant accompli, mais elle connaissait le pouvoir du pardon. Après une longue pause, elle leur a dit qu'elle leur pardonnait. Cependant, elle a clairement indiqué que le pardon n'effaçait pas le passé, et qu'elle n'oublierait jamais la façon dont elle l'avait maltraité. Elle leur a permis de quitter sa maison, mais elle a également précisé qu'elle n'aurait plus jamais le pouvoir de contrôler sa vie. Elles pouvaient retourner à leur vie, mais elles ne retrouveraient jamais la position qu'elles avaient autrefois sur elle. Jean Bira avait trouvé sa force, et elle n'était plus la femme dont elles avaient un jour profité. À travers cette leçon, elle leur a montré que si le pardon était possible, il ne signifiait pas un retour aux anciennes habitudes. La vraie croissance signifiait aller de l'avant, ne plus laisser le passé avoir de pouvoir sur elle. L'histoire de Jean Bira s'est répandue au loin, et elle est rapidement devenue une légende à Makala. Déterminée à aider d'autres femmes qui avaient souffert comme elle, Jean Bira a utilisé son succès pour créer des écoles et des centres de commerce. Elle s'est assurée que chaque femme, quelle que soit son origine, ait la chance de se construire une vie meilleure. Elle a offert aux femmes des opportunités d'apprendre, de grandir et de réussir, tout comme elle l'avait fait. Jean Bira croyait qu'aucune femme ne devrait jamais souffrir comme elle l'avait fait, et elle a travaillé sans relâche pour s'assurer que d'autres n'auraient pas à subir la même douleur. Au milieu de son succès, Jean Bira a également retrouvé l'amour. Cette fois, c'était différent. Elle a épousé un homme qui la voyait pour ce qu'elle était vraiment, une femme de force, d'intelligence et de grâce. Il la respectait pour tout ce qu'elle avait surmonté et admirait la leader qu'elle était devenue. Ensemble, ils ont construit une vie remplie d'amour et de respect mutuel, et le cœur de Jean Bira, un jour brisé par la trahison, a finalement trouvé la paix et le bonheur. À travers son parcours, elle a prouvé que même après les plus grandes épreuves, la grandeur et le bonheur pouvaient encore être atteints. Des années après son succès, Jean Bira décide de visiter Timbaza une dernière fois, le village où sa vie avait été remplie de douleur et de trahison. En entrant dans le village, elle est frappée par la vue de son ancienne maison, maintenant en ruine. La grande maison qui appartenait autrefois à la famille de son mari, où elle avait tant souffert, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les murs sont fissurés, le jardin envahi par la végétation, et les portes tiennent à peine debout. En traversant le village, Jean Bira entend les chuchotements des villageois. Il parle à voix basse, se remémorant la façon dont elle a été maltraitée par Écoué et saisie, et comment le destin s'est retourné contre elle. Les villageois ont été témoins de la façon dont le karma a rattrapé celle qui lui avait un jour causé de la peine. Ils voient maintenant que celles qu'il avait un jour méprisées sont tombées dans la misère, tandis que Jean Bira, la femme qu'ils avaient sous-estimée, est celle qui a triomphé. Jean Bira sourit en écoutant leur chuchotement. Il n'y a ni colère ni amertume dans son cœur. Elle réalise qu'elle a gagné, non pas par la vengeance, mais par sa propre force et son succès. Son cœur est rempli de paix, sachant que son parcours a été celui de la croissance et de la résilience. Les personnes qui l'ont lésée sont maintenant laissées à faire face aux conséquences de leurs actions, tandis qu'elle a dépassé le passé, a construit un avenir meilleur et a trouvé le bonheur. À cet instant, Jean Bira comprend que la vraie victoire vient du fait de s'élever au-dessus de la haine et de la cruauté, et de laisser le succès parler de lui-même.